Ouais, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi, j'avais pressenti que mon ami José ferait une introduction relativement historique et générale, et donc j'ai décidé, enfin, j'ai proposé d'axer ma présentation sur un point tout à fait particulier. Et vous aurez remarqué au passage que j'ai veillé à la bonne réputation du pôle de Bruxelles, puisque j'ai réalisé cette présentation avec Lynn Fisher, ce qui contribue à quand même donner une image de la parité entre genres relativement plus positive que ne pourraient le laisser entendre les quatre présentateurs masculins. Alors, plus sérieusement, c'est effectivement de toute façon sur ces travaux que vraiment je vais me baser pour faire cette présentation, puisqu'il est en train de terminer une thèse sur la question de la régulation des étudiants universitaires, et vous verrez qu'il y a une composante effectivement assez fortement à la métacognition. Alors, cette idée d'une certaine composante émotionnelle à la métacognition est assez ancienne en fait. Hein. Quand on retourne aux premiers travaux, pas tellement ceux de Flavel, mais ceux qui ont juste suivi la définition de Flavel dans les années 80, un certain nombre d'auteurs avaient déjà fait remarquer que toute attitude métacognitive, donc de recul sur soi en tant qu'apprenant, impliquait nécessairement une série de composantes émotionnelles. Alors j'en cite deux, mais qui sont quand même importantes et qui avaient déjà été identifiées à l'époque. Le fait que si un élève ou un étudiant se lance dans un regard que l'on voudrait quand même relativement lucide sur lui, il faut qu'il dispose d'une certaine stabilité émotionnelle, qu'il ne soit pas complètement perturbé par ce qu'il découvrirait, ou en tout cas ce dont il prendrait conscience. Et par ailleurs, pour que ce regard soit véritablement lucide et, et porte sur éventuellement, par exemple, un certain nombre de problèmes liés à sa cognition, il ne faut pas que les enjeux de préservation d'estime de soi l'emportent sur cette lucidité. Comment dire, on pourrait imaginer qu'un étudiant se refuse à toute force à pratiquer une métacognition honnête et lucide pour préserver excusez-moi, son image de lui-même, ce qui viendrait évidemment rendre aussi inefficace de manière générale son activité métacognitive. Comme José l'a signalé aussi, c'est vrai que alors que les travaux consacrés à la métacognition à partir des années fin des années 70 et surtout le grand boom, ce sont les années 80, ont été assez considérables. Hein. Il y avait une production scientifique assez importante. Le concept a connu une petite perte de vitesse à partir du milieu des années 90 pour une série de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Une des raisons étant effectivement le manque quand même de rigueur et de précision conceptuelle. On mettait de la métacognition à toutes les sauces et souvent on se demandait si ce n'était pas tout simplement de la cognition dont on parlait. Mais pour reprendre un vocabulaire vaccinal très actuel, il y a eu deux boosters assez importants qui sont venus à sa rescousse plus récemment. Le premier, on n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'il est peut-être plus important encore que le second, c'est l'incorporation de la métacognition dans le fameux système 3 des nouvelles approches de l'intelligence, notamment celle de Houdet. Hein. Donc, bon, je rappelle, hein, les trois systèmes, les deux premiers sont les systèmes de Kahneman, hein, qui est un prix Nobel d'économie et qui essayait d'analyser comment les gens raisonnent de manière plus ou moins naturelle. Le système 1, c'est le système, disons, de la pensée rationnelle, de la pensée intuitive. Donc, c'est celle qu'on va mobiliser comme ça sans trop réfléchir. Le système 2, justement, c'est le système de la pensée rationnelle, avec toute une série de procédures établies, découlant notamment des sciences, etc. Et notre ami Houdet ajoute qu'il faut bien imaginer un système 3 qui fasse prendre conscience à l'élève ou à l'étudiant qu'il y a quelque chose qui coince dans sa pensée intuitive et qu'il aurait intérêt à passer à la pensée rationnelle. Et au cœur de ce système 3, Olivier Houdet nous dit que la métacognition prend une place considérable.
il faut qu'ils réfléchissent en train d'affronter une tâche donnée à la pertinence des premiers heuristiques que sa pensée intuitive a convoqués, qui se rendent compte que ça ne va pas trop et qu'il aurait donc intérêt à passer à la pensée rationnelle. Et l'autre booster, justement, et j'y arrive, c'est la prise en compte progressive des émotions dans l'apprentissage, et en particulier dans le domaine qui est le nôtre, de ce qu'on a appelé les croyances métacognitives sur les émotions. C'est-à-dire que le regard méta qu'un apprenant prend porte sur, bien sûr, sa cognition, mais il porte aussi sur les émotions, en particulier en ce qu'elles vont influencer et jouer dans sa cognition. Et c'est vraiment là-dessus, dans le cadre de mon cours exposé, que je vais me centrer. Donc, la métacognition a en quelque sorte été rattrapée par l'irrésistible ascension des émotions. Vous savez que la psychologie cognitive qui avait dominé les années 60, 70, 80 concevait effectivement surtout l'homme comme un être rationnel. Hein. Petite parenthèse, d'ailleurs, l'économie aussi. Hein. On s'est aperçu que c'était quand même un peu faux et qu'un certain nombre de nos comportements mêlaient, bien sûr, un raisonnement tout à fait rationnel, cognitif, mais aussi des enjeux, par exemple, liés à un certain nombre d'émotions ressenties. Et c'est Damasio, hein, notamment, qui a conceptualisé ce qu'il appelait l'erreur de Descartes, hein, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas séparer aussi fortement émotion et cognition. On fait remarquer à l'époque deux choses essentielles, c'est que la cognition requiert des émotions. Par exemple, la prise de décision, c'est une prise de décision qui apparemment relève plutôt de la cognition, mais en réalité, elle comporte souvent, si elle veut être efficace, une anticipation des émotions auxquelles conduirait l'alternative 1 et l'alternative 2 et la prise en compte de ces émotions. Et dans l'autre sens, en fait, quand on dit l'émotion, c'est un peu simpliste. L'émotion en tant que telle, en tant que réaction physiologique, elle est assez secondaire. L'émotion est rapidement, chez les êtres humains, en tout cas, traitée cognitivement. C'est-à-dire qu'on lui attribue un sens, on lui attribue une valence, on lui attribue une importance. Et donc, vous voyez qu'il y a une interconnexion tout à fait profonde entre émotion et cognition. Et en particulier, je vais, dans la suite de mon exposé, me centrer assez fortement là-dessus, en particulier les croyances métacognitives sur les émotions, c'est-à-dire ce que pensent, hein, pour reprendre la définition de Gombert, hein, les connaissances intuitives, conscientes qu'un apprenant peut avoir sur quoi, alors ici, c'est sur le rôle des émotions dans son apprentissage. Elles sont apparues comme assez centrales dans un processus qui lui aussi est apparu central dans le domaine des émotions, à savoir le processus de régulation des émotions. Alors, pourquoi? Parce que toute la psychologie des émotions nous a montré une chose qui est fondamentale, c'est qu'en réalité, ce n'est pas tant les émotions qui importent ou qui comptent, ou qui vont effectivement influencer ou pas le bon déroulement de l'apprentissage, mais plutôt la capacité qu'a l'apprenant de les réguler. Et c'est ce qui a justifié cette ouverture d'un champ de recherche tout à fait intéressant, original et porteur. On ne va pas trop s'intéresser à savoir véritablement, enfin si, c'est important de les labelliser, de les étiqueter, de leur donner un nom, etc. Mais on va surtout s'intéresser à la capacité que l'apprenant a, dans une situation d'apprentissage donnée, à pouvoir en faire quelque chose des émotions, à pouvoir les réguler. Alors, les réguler dans plusieurs sens. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais par exemple, canaliser une émotion désagréable. Un étudiant est en train de travailler, il découvre une nouvelle matière, enfin il découvre en principe, il a découvert lors d'un cours, enfin bref, il pourrait avoir un sentiment, une émotion importante, plus ou moins intense de découragement face aux incompréhensions. Il va devoir la canaliser. Il ne faudrait pas qu'elle tourne à la rumination, par exemple. Il s'agit aussi de favoriser l'émergence d'émotions agréables ou parfois de la prolonger, c'est-à-dire d'en tirer profit. Hein. Alors, c'est toute la question du partage social des émotions. Si vous avez réussi quelque chose, vous êtes fier d'un succès d'apprentissage, ben, il est important, par exemple, de le
communiquer ou de le partager avec autrui, ce qui augmente cette émotion agréable. Ce qui est peut-être plus contre-intuitif, c'est qu'il s'agit parfois aussi d'augmenter certaines émotions désagréables. Par exemple, à un certain niveau, bien sûr, mais se mettre un minimum de stress permet parfois de ne pas reporter à plus tard ce qu'on pourrait faire le jour même et donc d'aborder finalement toute la matière, alors que si au contraire le stress n'est pas perçu et n'est pas entretenu, si je puis dire, on pourrait se laisser aller, ce qui conduirait en définitive à des résultats moins satisfaisants. Et dans la même veine, et ça peut paraître curieux aussi, mais à certains moments, l'apprenant aurait intérêt à diminuer des émotions agréables. Alors vous allez me dire, là, ça devient un peu spécial, mais si on prend un cas tout à fait particulier, moi que j'ai déjà rencontré, d'ailleurs, chez des étudiants réels, c'est équilibrer son étude en fonction des différents cours et ne pas, par exemple, n'étudier que ceux qui nous intéressent au plus haut point. Donc, il s'agit ici de réfréner une émotion agréable d'intérêt, de passion pour une matière qui empêcherait éventuellement l'étude d'autres matières. Et vous voyez où je veux en venir, ça veut dire que finalement, j'espère en tout cas avoir été persuasif, c'est-à-dire que les émotions importent peu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ce qui compte vraiment, c'est que ce que la personne va faire de ces émotions, la manière dont elle va pouvoir agir sur elles et évidemment les orienter dans un sens ou dans un autre. Petite parenthèse d'ailleurs, on le voit sur ma dernière dia, aucune émotion et aucune stratégie de régulation émotionnelle n'est en soi fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Ça va dépendre évidemment de ce qu'elle va provoquer comme conséquence. Alors, si on en vient donc aux stratégies de régulation émotionnelle qui sont vraiment le cœur de la thèse que Lynn Fisher est en train de clôturer, donc les défenses privées et publiques auront lieu en fin de cette année académique-ci, on distingue traditionnellement deux types de stratégies de régulation émotionnelle, ce qu'on appelle les stratégies de régulation émotionnelle comportementale. Donc, face à une émotion qui vous envahit, vous décidez, vous mettez en place, après, est-ce que c'est de la décision implicite, explicite, consciente, inconsciente, en tout cas, vous mettez en place un certain nombre de comportements qui visent à réguler cette émotion. Par exemple, se plonger dans une autre activité pour essayer qu'elle passe, pleurer, écrire, boire. Je le déconseille à tout le monde, bien sûr. Je rappelle que l'alcool est mauvais pour la santé, etc. Et puis, vous avez les autres types de stratégies de régulation émotionnelle qu'on appelle les stratégies cognitives, où là, ce ne sont pas des réponses comportementales, mais ce qu'on pourrait appeler des réponses de pensée. Vous orientez votre cognition vers un certain nombre de zones ou de sphères, consciemment ou inconsciemment, et ces réorientations de votre cognition, vous les mettez en place en espérant qu'elles vont modifier l'intensité ou la nature de l'expérience émotionnelle vécue. Donc, vous avez une palette de stratégies de régulation émotionnelle qui est particulièrement importante. Et encore une fois, toute stratégie ne va pas nécessairement être parfaitement fonctionnelle. Donc, par exemple, face à une difficulté dans son étude et vivant des émotions désagréables, par exemple du découragement, du dépit, voire d'angoisse même, un étudiant peut développer soit des pensées de culpabilité, de blâme de soi, comme on appelle ça, qui en général, alors il faut être nuancé, en général elles ne sont pas très efficaces et fonctionnelles, parce que ça a tendance à évidemment vous donner encore moins confiance en vous. Dans certains cas, elles peuvent constituer quand même un petit électrochoc permettant à l'étudiant de se remettre au travail. Donc, des pensées de culpabilité. Il peut aussi essayer de penser à toute autre chose. Donc, ça, c'est vraiment éviter le problème. Se dire, tiens, mais au fond, qu'est-ce qui me ferait plaisir d'évoquer? Il pense, par exemple, à un succès sportif, par exemple, qu'il a eu la veille ou l'avant-veille. Mais il peut aussi, évidemment, penser à la manière de mieux faire à l'avenir, c'est-à-dire de se dire, tiens, mais au fond,
Ici, je suis vraiment fort en retard par rapport à ma matière, mais dans une autre matière, j'ai réussi à tenir mon planning. Et au fond, comment est-ce que je me suis pris dans ce cours et en quoi est-ce que ces stratégies pourraient, pour partie, être transférables à la situation actuelle. Vous voyez que toute stratégie de régulation émotionnelle n'est évidemment pas du tout de même nature et de même fonction. Et une donnée de la recherche que Lynn d'ailleurs a particulièrement explorée, c'est que ce qu'on constate, c'est que pour mettre en place de manière fonctionnelle ces stratégies de régulation émotionnelle, l'apprenant doit disposer de croyances métacognitives adéquates. Et c'est là que vous allez dire, certains d'entre vous vont dire enfin, mais je rejoins le thème de la journée d'aujourd'hui. C'est là qu'il y a vraiment une composante métacognitive très importante. Il faut que le sujet, l'apprenant, dispose d'un certain nombre de conceptions personnelles. Alors, on les appelle traditionnellement dans ce domaine-ci des croyances métacognitives. Mais ce sont, dans les termes de Flavel, un peu des connaissances métacognitives sur les émotions en ce qu'elles sont liées au phénomène d'apprentissage. Par exemple, il faut qu'il ait des croyances métacognitives sur le caractère bon ou mauvais des émotions. Il y a des étudiants qui partent de l'idée que ressentir une émotion en soi est inquiétant. C'est mauvais, c'est mauvais signe, on reste plus, on perd les pédales, certains disent, c'est irrationnel, donc il faut éviter à tout prix ce genre de choses. Deuxième aspect, sur la contrôlabilité des émotions. Est-ce qu'il est possible, quand une émotion arrive, par exemple, est-ce qu'il est possible que j'agisse dessus, ou bien est-ce qu'elles sont totalement hors contrôle, et à ce moment-là, malheureusement, je n'ai qu'à les subir et attendre que ça passe. Sur toutes les connaissances ou les croyances qu'il peut avoir sur des émotions spécifiques et sur le rapport ou leur valence, plutôt favorable à l'apprentissage ou plutôt favorable. Par exemple, beaucoup d'étudiants estiment que la culpabilité ne sert à rien. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas si simple que ça. Un petit peu de culpabilité, en dose tout à fait raisonnable, peut être au contraire un petit aiguillon pour se réveiller, pour décider de passer à d'autres types de stratégies, etc., etc. Des croyances aussi métacognitives sur l'intensité émotionnelle. Par exemple, certains étudiants estiment qu'une émotion très intense ou trop intense est vraiment problématique, alors que ce n'est pas toujours le cas. Une émotion fort intense est peut-être aussi un vrai signal d'alerte qu'il faut prendre en tant que tel. J'y reviendrai à la fin. Il faut vraiment convaincre les étudiants et les apprenants de manière générale sur le fait que toute émotion nous dit quelque chose de nous-mêmes et nous dit quelque chose de la manière dont nous sommes en train d'apprendre, que ça va peut-être bien, que ça va même peut-être trop bien, ou en tout cas que ça ne va pas si bien que ça et qu'il faut faire quelque chose. Bon, alors, il y a d'autres croyances qui portent aussi, par exemple, sur les composantes de l'émotion, comme le ressenti subjectif, la manière dont elle s'exprime, les sensations physiologiques. C'est pas rare d'avoir des gens qui pensent, par exemple, montrer son stress est un signe de faiblesse. Et vous voyez bien que toutes ces croyances métacognitives vont influencer, évidemment, la façon dont les étudiants vont gérer véritablement leurs émotions. Un dernier élément, mais il y a d'autres, de croyances métacognitives, c'est des croyances qui portent sur les relations entre les émotions et les contextes spécifiques, ou les buts et états particuliers. Par exemple, les plus optimistes des étudiants pensent que ressentir de l'intérêt est fondamental quand on étudie. Vous imaginez bien que cette croyance-là, elle est lourde à porter si l'étudiant se trouve confronté à des matières qui l'intéressent moins. Cette croyance-là est évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure, à challenger au plus vite. Caroline, je n'ai pas accès à tout, évidemment. Il me reste combien de temps environ? Alors, ça fait 20 petites minutes que vous parlez, donc il vous reste 20 minutes. J'ai vos dias sous les yeux. C'est parfait, ça. Donc, n'hésitez pas, allez-y. C'est parfait, parfait. Un grand merci.
Alors, la question suivante, évidemment, puisque c'est la question qui nous intéresse tous, c'est, étant donné cela, quel type d'accompagnement on peut envisager pour aider les étudiants dans leur processus de régulation émotionnelle. Je pense qu'il faut en revenir à la raison d'être éducative, si je puis dire, de la métacognition. Hein. C'est un petit peu... Ce n'était pas d'ailleurs le but des pionniers. Hein. Flavel était un psychologue, il ne s'intéressait pas véritablement aux problèmes d'éducation. Par contre, l'éducation s'est emparée, si je puis dire, de la métacognition en faisant une hypothèse très, très audacieuse, hein, que mieux se connaître comme apprenant aide vraisemblablement à mieux apprendre. Encore une fois, il faudrait nuancer, j'étais le premier à nuancer ce genre de choses aussi. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a un regard critique sur soi qu'on va automatiquement mieux apprendre, mais enfin, en gros, on va quand même partir sur cette idée-là. Ça voudrait dire qu'en étant métacognitif et en rendant métacognitifs tous nos élèves et tous nos étudiants, ils deviendront de plus en plus forts, ce qui d'ailleurs finalement pourrait finir par poser un problème, parce qu'on n'est peut-être pas prêt pour ce genre d'augmentation subite de la qualité des apprentissages. Si on partage ce postulat éducatif de la métacognition et si on est d'accord sur le fait que les émotions font partie intégrante de l'apprentissage, alors évidemment, eh bien, un des aspects de l'accompagnement des étudiants devrait consister à les aider à apprivoiser, si je puis dire, hein, leur processus émotionnel, avec comme ligne de conduite, hein, finalement, de faire des émotions des leviers et non des freins. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants, encore dans le supérieur, vivent les émotions comme étant comment dire, des freins ou des accidents de l'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des choses qui ne vont pas, qui montrent qu'il y a un problème, etc. Pas du tout. On peut au contraire leur faire prendre conscience que ce sont, toute émotion nous dit quelque chose du déroulement ou du processus d'apprentissage. Et l'important pour un apprenant est de bien comprendre ce que l'émotion nous dit. Et puis, j'y reviens, mais de réguler cette émotion, c'est-à-dire d'en profiter, hein, d'agir dessus, mais pas d'agir dessus pour la faire disparaître, pas nécessairement, d'agir dessus pour qu'elle contribue en définitive à l'apprentissage. Alors, on peut déceler dans cette forme d'accompagnement-là 3 étapes. Alors, c'est un peu simpliste aussi. Et donc, vous verrez dans la bibliographie que Lynn Fischer a déjà réalisé quelques articles, mais il y en a notamment un qui va sortir dans la revue L'orientation scolaire et professionnelle, mais dans la rubrique de fin de la revue, qui est la rubrique outils, que certains connaissent sans doute. Hein. Ce sont des outils d'aide, d'accompagnement, d'orientation, etc. Et là, vous aurez une description un peu plus systématique de ces étapes, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre d'outils qu'elle utilise elle-même lorsqu'elle reçoit des étudiants, puisqu'elle exerce quelque part la même fonction d'ailleurs que Mireille, hein, qui nous écoute pour le moment et qui donc est une collègue directe de l'IE. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est d'aider les apprenants à identifier les émotions vécues, les labelliser et d'identifier leurs sources pour qu'ils puissent les comprendre. Et dans une relation d'accompagnement, d'ailleurs, entre nous, ça nous permet de les comprendre nous aussi et de voir un peu dans la logique même qui est celle de l'étudiant, comment et pourquoi cette émotion est apparue à un moment donné. Alors, vous avez déjà ici une petite grille qu'on peut proposer aux étudiants, par exemple, hein, en distinguant les émotions sociales qui prennent place dans les interactions avec les pairs. Hein, par exemple, le fait d'être admiré ou le fait d'admirer un étudiant qui semble ne pas connaître de problème dans son étude, l'anxiété sociale, avoir peur d'intervenir au cours pour poser une question sur une incompréhension. Donc, ce sont des émotions sociales, des émotions épistémiques, c'est-à-dire les émotions qui ont lieu à notre rapport au savoir, être surpris, être motivé, connaître du plaisir à apprendre telle ou telle chose, les émotions thématiques et les émotions qu'on appelle d'accomplissement, c'est-à-dire celles qui ont rapport à nos buts, hein, comme par exemple avoir peur de l'échec,
espérer réussir, etc. C'est quand même important parce que dans nos sociétés qui restent quand même à dominante cartésienne, hein, globalement, c'est quand même important aussi de donner aux étudiants quelques moyens de labelliser ces émotions, de leur donner un nom, de les identifier. C'est la première phase, évidemment, de la compréhension. Deuxième étape de cet accompagnement, accompagner les étudiants à identifier leurs croyances métacognitives, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, si par exemple ils sont pris dans une admiration sans borne par rapport à des étudiants qui déclarent étudier très très peu. On connaît ça par exemple, hein. Je ne sais pas si ça existe encore, mais de mon temps, certains étudiants provoquaient de véritables angoisses dans leur groupe de pairs en prétendant qu'ils étudiaient quasi pas, et ils obtenaient chaque fois des 18 ou des 19 ou des 20 sur 20, et ça créait évidemment un sentiment d'admiration d'une part, mais aussi évidemment quelque part d'infériorité. Donc, il faut qu'on les fasse réfléchir aussi sur leurs croyances métacognitives. Est-ce que c'est normal de ressentir ceci? Est-ce que ça sert à quelque chose de ressentir cela? Et sans doute aussi de challenger les plus rigides de ces croyances métacognitives, hein, en leur faisant prendre conscience qu'il est assez normal de ressentir des émotions désagréables quand on apprend. Voilà. Rien que ça, par exemple, ce n'est pas évident du tout, hein. Donc, c'est une activité qui demande de la concentration, qui demande de renoncer à d'autres plaisirs et donc à d'autres émotions positives. Donc, il est assez logique qu'on vive des émotions désagréables. C'est aussi possible d'apprendre à réguler les émotions. Et il est même très, très utile et nécessaire de le faire quand l'émotion freine l'apprentissage. Et surtout, les persuader que toute émotion porte un message sur soi en tant qu'apprenant, important à écouter, important à décoder, important à prendre en compte. Cette émotion-là me dit quelque chose sur ma façon d'apprendre. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me signale? Et en quoi est-ce que je pourrais réorienter les stratégies d'apprentissage pour en tenir compte? Troisième étape, et là, on retrouve quelque chose que José a fait le plaisir d'évoquer tout à l'heure en citant carrément un passage d'un article que j'avais fait. C'est vrai qu'il faut quand même être très prudent parce qu'on ne doit pas non plus être normatif en matière de régulation émotionnelle. Et donc, et ça c'est depuis le début, hein, depuis que la métacognition a rencontré l'éducation, si je puis dire, on a favorisé plutôt les échanges entre étudiants, les échanges entre, comment dire, la confrontation des pratiques effectives plutôt qu'une espèce de magistralité sur la manière absolue de faire qui nous viendrait, je ne sais pas, des sciences, etc., etc. Donc ici aussi, il faut être extrêmement prudent. Chacun a sa façon de gérer ses émotions, chacun a ses émotions. Donc sans doute que une des démarches méthodologiques les plus importantes est de favoriser des échanges constructifs entre étudiants sur ces fameuses stratégies de régulation émotionnelle. Qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils pensent d'habitude face à telle ou telle émotion? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'efficacité de ces stratégies pour l'apprentissage? Et vous voyez que l'objectif, comme toujours, évidemment, mais c'est valable pour les compétences méthodologiques, hein, comme la prise de notes, le résumé, etc., c'est de confronter chacun à la pluralité des stratégies possibles et on vise ainsi évidemment à élargir progressivement la palette des stratégies de régulation émotionnelle de chacun en misant sur le fait qu'il pourrait peut-être puiser dans l'une ou l'autre des stratégies qui ont été évoquées au sein de son groupe. Miser aussi, expliquer aussi, et c'est important, sur le fait que chacun doit trouver ce qui est efficace pour lui selon la situation, et donc éviter quand même un enseignement normatif, je dirais, des stratégies de régulation émotionnelle. Et puis pourquoi pas, alors on le fait dans certains dispositifs qu'on a mis en place, c'est inciter, ou en tout cas inciter ou inviter, après celui qui ne veut pas, il ne veut pas, mais à choisir une stratégie de régulation émotionnelle qui l'intéresserait de tester quand il vivra une émotion qui freine
freinera son apprentissage, et puis organiser à nouveau un échange du même type sur, quelque part, le retour d'expérience. Hein. Est-ce que cette nouvelle SRE que je ne connaissais pas, mais qui me vient d'un ami ou d'un copain, est-ce qu'elle m'a été effectivement utile ou pas, d'avoir une nouvelle réflexion collective pour avancer sur cette question-là. Voilà. Et donc, quelques références donc, des articles ici de Lynn Fisher. Et la dernière, c'est un numéro spécial des cahiers pédagogiques, un moment de pub, si je peux me permettre. C'est un numéro spécial donc, des cahiers pédagogiques que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Jacques Crinon, mais qui s'appelait d'ailleurs Actualité de la métacognition. On a cherché à essayer de mettre en avant ce qui, effectivement, dans le développement de ce concept, en tout cas dans le réveil de ce concept, et notamment ces deux boosters dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous remercie.